Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui c'est Actu Sport. On vous parle aujourd'hui de la confrontation à venir dans le Final 8 de Ligue des Champions spécial année Covid 2019-2020 PSG Atalanta. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite échéance qui arrive pour le Paris Saint-Germain, ce tournoi d'été international, puisque la Ligue des Champions cette année c'est ça, c'est un tournoi d'été international. Ce qui est d'ailleurs un format personnellement qui moi me déplaît pas plus que ça. Je pense même qu'il y aurait peut-être des choses à creuser à ce niveau-là, plutôt que se taper les matchs à rallonge, les tours à rallonge au bout de 3 semaines entre le quart aller, le quart retour, machin. Enfin, il y a peut-être un truc à creuser. Donc ça, c'est petit message à l'UEFA, les gars. Il y a peut-être un truc à creuser pour un petit peu améliorer la, la Ligue des Champions, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, si on regarde le tableau global, le tirage pour le PSG, il est bon sur le papier. Parce que comme on peut le voir là, voilà, vous avez 26, ils ont dit à la radio là, 26 Ligues des Champions d'un côté, puis 0 de l'autre. Donc ça, c'est quand même un truc bon. Tu te dis, c'est vrai que là, cette année, je suis avec tous les non gagnants, donc pour aller en finale, c'est plus ouvert, quoi. Euh, ça te permet d'avoir on va dire entre guillemets le champ libre. Euh, mais quand tu suis le PSG, que tu connais un peu l'histoire récente du club, bah tu te dis on a encore pas de chat cette année parce que c'est quand on a un bon tirage entre guillemets, euh, on va dire sur le papier au moins, et bah c'est la pire année pour nous quoi. C'est l'année du Covid où t'as pas joué pendant 3 mois alors que tout le monde a fini son championnat en juillet et toi t'es resté en vacances à Saint-Trope à boire des mojitos jusque fin juillet quoi. Et tu te dis ben c'est incroyable quand même que l'année où ce soit le meilleur tirage sur le papier qu'on puisse faire, bah c'est l'année où c'est la moins bonne pour nous dans le terme de contexte général pour pouvoir y arriver. Donc tu te dis, on est maudit jusqu'au bout, on est maudit, ça y a pas de doute, on est maudit. Bon, ce truc-là passé, on regarde maintenant un peu plus en détail les confrontations à venir. Donc la première, c'est l'Atalanta. L'Atalanta qui est un petit club, il faut par rapport à nous, faut le dire. L'Atalanta, c'est gros comme Saint-Etienne, c'est 100 millions d'euros de budget, un peu moins. Quand toi, tu fais à peu près 600 millions, donc t'es 6 fois plus gros. Donc globalement, quand tu regardes comme ça, tu te dis, bon, bah Paris quand même supérieur, quoi. Puis tu regardes les effectifs, le 11, tu vois les individualités, tu te dis, bon, Paris quand même supérieur. Euh, alors sur ce point-là, effectivement, tu as l'impression, tu te sens supérieur. Simplement, le contexte, encore une fois. Donc déjà, tu as la pression, pas l'Atalanta. L'Atalanta, eux, ils sont là pour faire un exploit. Toi, tu es là pour sauver la peau, pour sauver ta face et sauver ta peau. Donc, bon, tu as la pression. Deuxièmement, l'Atalanta, c'est une équipe où il n'y a pas de star, tout le monde est besogneux. Donc, eux, on sait que si, même là, avec en plus, il y a 5 changements maintenant. Et au final, toi, quand tu changes, tu perds quand même en qualité entre tes titulaires et tes remplaçants. Et eux, non. Donc, à ce niveau-là, je veux dire, c'est avantage pour l'Atalanta. Et puis, l'Atalanta, c'est un collectif. Voilà, qui sont besogneux, ça joue en football champagne, ça marque des buts, ça frappe de loin, machin. Il y a une très belle cohésion dans cette équipe-là, un très bel état d'esprit. Toi, c'est pas ton point fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc toi, tu compenses par les individualités et le talent individuel, donc ça, ok. Mais bon, ces équipes-là, on sait qu'elles peuvent nous poser des problèmes parce qu'elles jouent avec des armes que nous, on n'a pas et pour lesquelles on ne saura pas répondre. Et puis le gros point, c'est le calendrier. Quand on les a tirés, l'Atalanta, je rappelle rapidos, quand on les a tirés début juillet, ils venaient de taper la Sampdoria 2-0 et il leur restait 7 matchs de championnat. Dans ces 7 matchs de championnat, il y a la Juve, enfin il y avait, parce qu'ils les ont joués depuis, la Juve, Milan et, euh, et l'Inter. L'Inter avec lesquels ils sont au coude à coude avec la Lazio pour terminer deuxième, troisième ou quatrième du classement. Ils sont à un point là, dans le mouchoir de poche. Euh, donc ce qui fait que eux, sur les 7 matchs qui leur restent, en gros, c'est 7 matchs de préparation pour le tournoi d'été international. Ouais, t'as la Juve, le Milan AC et l'Inter. Donc c'est pas, voilà, ils ont des gros matchs, ils ont eu des gros matchs, ils vont faire des gros matchs.
Et puis les résultats jusqu'à présent, bah, c'est pas mal, quoi. C'est que la Juve, ils ont fait 2-2. Alors on sait que la Juve est pas en super forme, mais quand même. Et ils ont fait un partout, 2-2 d'ailleurs, un 2-2 bien payé pour la Juve. Et ils ont fait un partout à Milan. Donc tu te dis que voilà, ils sont dans cette dynamique de progression, d'augmentation, d'intensité, que toi t'étais en Kansva en attendant, hein. Donc bon, quand ils vont arriver, ils ont 10 jours de repos, ils terminent le championnat, ils ont 10 jours de repos. En plus, ils ont un objectif, donc je disais, c'est une confrontation dernière journée avec l'Inter, donc ça peut être le match dénouement, donc c'est vraiment, on va dire, ils vont rester sous pression, ils vont pouvoir décompresser pendant 10 jours, arriver frais, la tête et les jambes pour le tournoi d'été. Donc toi, entre-temps, tu auras fait des petits matchs amicaux contre des équipes pour trottiner, une finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, et heureusement, tu as quand même un gros match à venir contre Lyon, donc on espère que Lyon sera au niveau, qui eux aussi prépare le final 8, et qui va te permettre de te mettre en ordre de marche. Mais quand même, quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, bon, t'es censé être meilleur balle au pied, mais tout le contexte, c'est quand même très défavorable au PSG. Et bien sûr, comme un problème ne vient jamais seul, et ben pendant le match contre Saint-Étienne, bien sûr, Mbappé s'est fait sécher salement par Perrin, et puis il a pris 3 semaines pour une entorse. Donc ça, c'est un gros problème pour Paris. C'est un très gros problème pour Paris, à plusieurs niveaux. On va dire le premier niveau, tout simplement, c'est que, donc là je parle, même si on arrive à battre l'Atalanta, il s'est pris une blessure le 24 juillet, un truc comme ça. 3 semaines, ça t'emmène au 14 août. Ça veut dire qu'il va revenir pendant la compète. Et donc ça veut dire que tu sais déjà que même si tu passes le premier tour, l'équipe qui va jouer contre l'Atalanta et qui va peut-être se qualifier, on l'espère, contre l'Atalanta, bah déjà ça sera plus la même parce qu'il y aura le retour de Mbappé, qui lui peut-être sera pas à 100% ni rien, mais qui jouera quand même parce que de toute façon, s'il joue pas et que tu gagnes, bah le joueur il en veut à l'entraîneur, et s'il joue pas et que tu perds, c'est non seulement le joueur qui en veut à l'entraîneur, c'est la direction, et en plus c'est la presse et tous les autres joueurs. Donc en gros, Mbappé, à partir du moment où il va pouvoir être à peu près disponible, t'es sûr qu'il revient. Donc déjà ça te pose un problème parce que tu vas pas pouvoir te dire je pars sur 3 matchs où voilà, j'ai une ossature bien claire, je vois les équipes que je peux jouer. Non, là, tu as une incertitude par rapport à un titulaire, et en plus, quelqu'un qui a énormément d'impact dans l'équipe, à différents niveaux qu'on va aborder tout de suite, là, notamment les niveaux tactiques. Euh, T'as un autre problème, mais ça, bon, ça c'est pas de la faute de Mbappé, et ça on le sait depuis Dortmund, c'est que t'as Di Maria qui a pris un jaune. Et donc ça, le problème que ça te pose, c'est que t'es censé jouer soit avec les 4 devant, donc Icardi, Mbappé, Di Maria et Neymar, soit au moins avec 3 d'entre eux, comme on a pu le faire contre Dortmund en 3-4-3, avec, on va dire en priorité, Neymar, Di Maria et Mbappé. Sauf que là, t'en as 2 qui ont sauté. Et avant, t'avais sur le banc, t'avais Cavani, qui était un mec qui, même s'il n'avait pas exactement le même profil que Mbappé ou Di Maria, était quelqu'un d'extrêmement actif. Là, tu l'as plus. T'as plus que Icardi, on va dire, comme joueur de très haut niveau, qui lui, malheureusement, j'ai envie de dire, même si c'est pas spécialement sa faute, mais ça, c'est le casting du club qui veut ça, il a un autre profil. C'est-à-dire qu'il court pas beaucoup. Il défend pas beaucoup. Il a pas une présence très importante sur le terrain. C'est pas son activité qui le caractérise, Icardi. Et ça, ce changement de profil-là, c'est un problème parce que ça t'amène une modification de structure de ton équipe qu'il faut prendre en compte de manière très importante. Donc là, on peut voir déjà qu'effectivement, la manière d'avoir géré Cavani, d'avoir fait en sorte que ça se termine un peu en eau de boudin comme ça, et de pas lui avoir proposé quelque chose de correct et de concret, parce que voilà, Cavani, il voulait pas signer 2 mois, voilà, il voulait pas signer à la fin non plus. Voilà, je pense que la direction, là, Leonardo, encore une fois, moi, bon, j'en ai déjà parlé, moi je suis pas un fan de Leonardo, là, je pense qu'il s'est planté encore une fois. Et là, bon, bah, malheureusement, c'est en train de se voir. Maintenant, sur l'aspect purement tactique, euh, t'as pas Di Maria, tu peux remplacer par Sarabia, donc qui est pas du même niveau, qui est pas exactement pareil, mais qui est un joueur qui est pas mal quand même, qui est un joueur de très bon niveau, qui a aussi plein de qualités, et qui a été intéressant à plusieurs niveaux justement. Euh, le fait que t'es pas Mbappé,
tu peux te poser la question de te dire comment tu vas partir. On sait que le 4-4-2 en Ligue des Champions, c'est quasiment impossible que Tuchel il l'aligne. Tuchel il a bien compris ce qui se passait. 4-4-2, 4 joueurs offensifs comme ça, surtout si tu dois mettre Verratti, et ça on va en parler après, ça tient pas la route face à des grosses équipes. Et face à l'Atalanta, qui est une équipe qui va te rentrer dedans, qui est active et qui frappe de loin et tout, ça tiendra pas la route. Donc moi, mon idée, ma perception, c'est que Tuchel, ce qui va réaligner, et ce malgré, je pense, les blessures, et je vais expliquer pourquoi, il allait repartir sur son 3-4-3. Parce que ce 3-4-3 là, c'est-à-dire Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti Gay, Bernat à gauche, Thilo Keller à droite, Di Maria, Mbappé, Neymar devant, c'est ce qui t'amène le plus de sécurité en Ligue des Champions à tous les niveaux. T'as une grosse ligne de défense et un milieu dense, ce qui te permet de te mettre Verratti dans les meilleures conditions. Et Verratti, c'est vrai que c'est pas un joueur de 4-4-2, mais c'est un joueur qui, quand il est bien encadré, permet d'être bon. Et d'ailleurs, au match aller à Dortmund, c'est ce qu'on a vu. On a vu un bon Verratti dans cette configuration-là. Ça te permet aussi d'avoir une équipe un peu coupée en deux, c'est vrai, avec, on va dire, sur les 10 joueurs de champ, 7 joueurs derrière, même s'il y a Bernat et Kerrer sur les ailes, mais 7 joueurs derrière et devant les 3 divas. Mais en même temps, voilà, c'est leur jeu, cette espèce de triangle des Bermudes. Là, c'est un peu ce que tu recherches, c'est-à-dire sortir vite la balle. Et c'est pour ça que Verratti, dans ce cadre-là, il est important parce que lui, il est capable de faire la transition et les passes lumineuses quand même assez rapidement. Sortir vite la balle et jouer sur la performance individuelle, jouer sur le talent de chacun. Et c'est clairement ça qui a été mis en place contre Dortmund en 3-4-3. Et ça a très bien marché. Je sais que pas mal de gens pensent qu'on n'a pas fait un très bon match aller, mais on a fait un bon match aller. Et d'ailleurs, ça s'est vu au match retour. On a fait un bon match aller et on était très serein au match retour. Et voilà, mais Dortmund, ils ont été totalement étouffés. Et donc pour moi, il va repartir sur ce 3-4-3. Donc maintenant, ce 3-4-3, comment il va être modifié? Il va être modifié parce que t'as pas Mbappé en pointe, donc tu vas mettre Icardi, et t'as pas Di Maria, donc tu vas mettre Sarabia. Et c'est là que tu te dis, bah, il faut le maintenir ce 3-4-3 parce que si tu repasses en 4-3-3, ça veut dire que tu fais remonter Marquinhos au milieu, ou alors tu mets Paredes en 6, mais ça veut dire que tu sors ou Kipembe ou Marquinhos du 11, et ça, j'ai des doutes qu'ils fassent ce choix. Et ça veut dire aussi que tu laisses le problème des ailes. Hein. Alors même si Sarabia il va peut-être défendre un peu plus que Di Maria, mais tu laisses le problème des ailes, et notamment du côté de Neymar avec Bernat, tu laisses ce côté-là hyper libre, hyper dégagé. Si tu fais du 4-4-2, là le fait qu'il n'y ait pas Di Maria, c'est carrément tu peux pas. Ou alors ça veut dire que tu rentres Draxler dans le 11. Et tu sors encore, tu sors soit Verratti, soit Paredes, et soit Marquinhos, soit Kimpembe. Et là, donc là, à la limite, tu te dis, bon, bah, il y a du sens, parce qu'il avait mis Sarabia en soutien de Cavani plusieurs fois, donc il y aurait du sens à ce qu'il aligne un 4-4-2 avec Verratti Gay, par exemple, dans l'axe, Neymar, à droite Draxler, Sarabia, Icardi. Mais ça non plus, à mon avis, je pense pas, parce que je vous le dis, ça veut dire que derrière, il sort soit Kimpembe, soit Marquinhos, parce que Thiago Silva sera titulaire, et que milieu, il y a pas non plus, enfin il y a que Verratti au milieu dans ce 4-4-2 là, c'est là où on sait qu'il est pas bon et qu'il tient pas la route. Donc la tactique qui tient la route au global, c'est ce 3-4-3, et ce même sans Mbappé et sans Di Maria. Donc là, encore une fois, je répète, le 3-4-3 qui à mon sens va aligner, vous aurez les trois derrière, Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva. Devant vous aurez Verratti avec Gay, je pense. Devant Paredes, même si Paredes est pas mal, je pense qu'ils seront devant Paredes, tout simplement parce que les deux, voilà, c'est un peu complémentaire. Et Gay, on lui tombe beaucoup dessus en disant ouais, il est pas bon, machin et tout, mais c'est un joueur de complément, c'est un bon joueur. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça. À droite, vous aurez Kerrer normalement si tout va bien, ou Colin Dagba. Et à gauche, vous aurez Bernat si tout va bien. Et devant, vous aurez Neymar, Icardi et Sarabia. Donc là, le problème que tu as, c'est que ta tactique d'attaque, ta tactique offensive qui est d'abord basée sur la différence et l'exploit individuel, là effectivement elle se retrouve amputée de 2/3 de son potentiel. Donc il reste plus que Neymar. Et tu sais que Icardi, lui, il va squatter devant, il va faire du poids, mais un point de fixation. Simplement dans ce contexte-là, tu compenses un peu parce que tu as Sarabia qui revient et qui lui est plutôt un joueur collectif. Qui a le sens du but également, mais qui est plutôt collectif. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que devant, ils arrivent à trouver un petit mélange avec un Neymar qui serait peut-être un peu replacé dans l'axe, entre guillemets,
un Icardi qui fait son travail en pointe et un Sarabia qui vient tourner autour de Neymar ou qui vient intervertir avec Neymar. Voilà, un petit peu l'arbre de Noël à la Ancelotti avec Kaka Seedorf et Shevchenko en pointe. Un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire un dynamiteur, hein, qui serait Neymar à la place de Kaka, un joueur collectif technique qui serait Sarabia à la place de Seedorf, et puis le buteur qui serait Icardi à la place de Shevchenko. Bon, toute proportion gardée, hein, parce qu'effectivement, c'est pas exactement les mêmes profils. Voilà. Et alors là, on va terminer avec un petit point sur Verratti. Parce que là, on écoute un peu les uns les autres. On entend, ouais, Verratti, il est plus titulaire, il a pas commencé, la contre Saint-Étienne, machin, bidule. Donc c'est tout simple, c'est tout net, hein. Verratti, il est 100% titulaire contre l'Atalanta Bergame, quelles que soient les blessures, quel que soit ce que vous voulez. D'ailleurs, il sera sûrement titulaire contre Lyon la vendredi. Mais pour le gros match, c'est sûr, il est titulaire à 100%, on l'a déjà dit. Mais Verratti, c'est un monsieur statut au PSG. Il joue à tous les coups. Il est, ils mettent Navas dans les buts. Neymar, Mbappé et le troisième nom posé sur le tableau noir, c'est Verratti, c'est sûr à 100%. Ne serait-ce parce qu'il gagne 20 millions d'euros par an. Donc lui, il y est, c'est sûr. Et tu fais en fonction de lui. C'est pas l'inverse. C'est pas l'équipe. C'est pas lui qui s'adapte à l'équipe. C'est l'équipe qui s'adapte à fait de sa présence. Donc s'il était pas là pour Saint-Étienne, c'est tout simplement parce qu'ils étaient tous à Saint-Tropez en train de manger des brochettes et de boire des cocktails, et que Verratti il est revenu totalement hors de forme. Et que dans un 4-4-2 où tu souhaites donner du temps de jeu à ton attaque, parce que justement tu sais pas trop, et que voilà, et Verratti de toute façon c'est le point, c'est à la limite il va faire son heure contre l'Atalanta. Après tu le sors, tu fous Paredes, si ça se passe bien tu le sors, tu fous Paredes il va te verrouiller les 20-25 dernières minutes, il va te les verrouiller bien, et c'est pas le problème. Par contre tes 4 devant, il faut qu'ils aient du temps de jeu, parce que c'est la différence, c'est la différence individuelle qui prime. Et donc c'est pour ça qu'il a mis son 4-4-2, que Verratti il est pas dedans, c'est que Verratti il est pas en forme, et puis et dans ce 4-4-2 là ça sert à rien de le mettre, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir avec lui. Donc il faut que les 4 soient là et ils aient du jeu. Et donc c'est pour ça. Donc voilà, Verratti sera là, ça c'est une certitude. Et j'espère enfin j'espère, je pense qu'on jouera en 3-4-3. Et donc au regard de tout ça, je dirais que le ballottage c'est extrêmement équilibré, mais je mettrais un petit avantage à Paris quand même du 55-45, parce que y a plusieurs choses. L'Atalanta, bon, ils vont sûrement bien terminer le championnat, ils sont encore très très bien classés, alors que voilà, ils ont pris plein de points, et les autres ont fait des faux pas, ils ont fait des nuls et tout, mais ils vont arriver frais et tout ça. Mais ça reste quand même une équipe d'un niveau inférieur au PSG, même s'il y a des très bons joueurs dedans. Moi je les ai pas beaucoup vu jouer, donc je dis ça vraiment, mais on va pas me faire croire que voilà, même derrière en défense centre ils ont des mecs du niveau de Marquinhos ou de Silva ou même de Kipembe, et qu'ils ont un joueur comme Bernat sur un côté, enfin voilà, ou Neymar. Bon, Neymar c'est sûr que non. Et même Sarabia, je veux dire, même un mec comme Sarabia, voilà, je pense que c'est leur meilleur joueur, il est peut-être du niveau de Sarabia, ce qui fait que c'est un très bon joueur. Mais nous, on en a, voilà, et on en a plus. Et, euh, et ils connaissent Icardi a priori, parce que je pense que pas mal de leurs joueurs étaient en Serie A encore il y a 2 ans, hein, comme avec Icardi, et qu'ils se méfieront beaucoup d'Icardi, et peut-être plus qu'il le faudrait. Et ça risque, je pense, voilà, de les faire flipper, et peut-être de laisser un peu de champ à Neymar et Sarabia. Donc je nous mets en 55-45, sachant que voilà, ce sera les faits de jeu qui vont, je pense, déterminer de l'issue de cette rencontre. Voilà pour mon petit commentaire sur le PSG Atalanta à venir. On était le 28 juillet à 17h. J'espère que vous allez bien, que l'été se prépare bien. Et puis ben on reviendra pour pas avant Lyon, mais on reviendra faire une petite vidéo, je pense, post tournoi d'été international. Je vous embrasse tous, à bientôt.